présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Gilles, bonjour. Michel Sapin, donc rebonjour. Bienvenue sur notre antenne. Est-ce que vous avez le sentiment, alors vous allez me dire que cette question est un peu psychologique pour démarrer ce matin, mais au fond, vous avez l'expérience des présidentielles, que François Hollande a les nerfs pour tenir encore 62 jours? Oui. Voleur, menteur. Et au-delà, parce que la situation de la France sera encore plus délicate et difficile à gérer que n'est difficile, enfin si on peut dire, à gérer le positionnement de Nicolas Sarkozy. Donc nous sommes dans une période d'échauffement, les nerfs sont solides. François Hollande a commencé cette campagne il y a longtemps. Il l'a fait avec détermination à chacune des phases de cette campagne électorale. Il ne se laisse imposer ni le tempo ni les mots par ses concurrents et aujourd'hui ses adversaires. Michel Sapin, est-ce que n'est pas le sentiment finalement qu'on a beaucoup parlé de cette présidentielle comme étant un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est pas l'inverse qu'essaie d'installer Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de faire adopter à l'opinion l'idée ou dans la presse que s'il s'agirait d'un référendum pour ou contre François Hollande? C'est Nicolas Sarkozy qui a parlé de référendum. C'est lui qui propose de régler des problèmes assez compliqués et délicats, on ne va pas revenir dessus, sauf si vous le souhaitez, par des mécanismes de référendum. Le référendum est parfaitement respectable et il doit être utilisé. Il avait d'ailleurs 5 ans pour le faire. Celui qui parle de référendum ne l'a jamais fait au cours des 5 dernières années. C'est un des rares à n'avoir jamais utilisé le référendum au cours de, en l'occurrence, son quinquennat. Mais j'ai bien compris. Mise en cause de François Hollande. J'ai bien compris. Donc il y aura un référendum, le peuple va se prononcer. Il va se prononcer sur quoi? Sur un sortant. Il va se prononcer sur un entrant. Et il fera son choix. Mais ce qui me frappe, c'est que Nicolas Sarkozy, au fond, ne parle que de François Hollande. Hier, c'était 9/10 de son discours, des attaques contre François Hollande. Ça ne va rien changer à la manière de faire de François Hollande. François Hollande, lui, il a des propositions, il a un projet, il le présente à la France, il le présente aux Français et il continuera à le faire au même rythme. Mais justement, avant que Gilles n'intervienne, pardonnez-moi d'insister sur ce sujet, mais vous n'avez pas le sentiment qu'à aucun moment il risque d'y avoir du côté de François Hollande, je dis à titre personnel, une certaine forme de déstabilisation, car après tout, c'est quand même la première fois de sa carrière qu'il est dans une situation pareille. Mais si c'est ce que souhaite Nicolas Sarkozy, il va avoir la démonstration du contraire. Et donc il va obtenir le résultat contraire. L'ensemble des Français verront que ce ne sont pas ces brutalités, ces violences, ces propos de garnement qui peuvent déstabiliser François Hollande. Gilles Leclerc. On a un petit peu l'impression, là, surtout ce week-end, et même en vous entendant ce matin, qu'on est déjà un petit peu dans une espèce de finale avant l'heure entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, alors qu'en fait, il y a d'autres candidats. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, y compris de la part de François Hollande? Au fond, bon, il répond à Nicolas Sarkozy, mais... François Hollande, il présente sa candidature, sa personne, son itinéraire, ses motivations, sa détermination, ses propositions. Qu'ensuite le débat s'organise autour de cela. Je veux dire, on ne va pas lui en faire reproche. C'est quand même la moindre des choses de la part d'un candidat qui fait quand même partie des principaux candidats et des principaux prétendants crédibles à cette élection présidentielle. Mais il ne faut pas pour autant négliger et encore moins mépriser les autres candidats qui ont parfaitement le droit de défendre leur couleur au premier tour de cette présidentielle et qui auront tous à choisir ensuite pour le deuxième tour. Pour revenir tout de même à la tonalité de cette campagne, jamais François Hollande ne dira stop, ça suffit face aux attaques de Nicolas Sarkozy, ou il laissera faire ses amis, vous et d'autres. On peut toujours dire stop ou ça suffit. D'ailleurs, je pense que les uns et les autres, nous le disons à notre manière. Ça suffit parce que ça n'intéresse pas les Français. Ça suffit parce que ce que souhaiteraient voir les Français, c'est une comparaison entre le bilan. C'est normal quand on est sortant, lorsqu'on a été président de la République pendant 5 ans, on doit commencer par parler de ce que l'on a fait. On devrait être fier de ce que l'on a fait. Non, il occulte totalement le bilan. Pas la gestion de la crise, Thierry, on a parlé abondamment. Non, il occulte le bilan au nom de la crise. C'est-à-dire que la crise écraserait tout. Et ici, il est violent, ici, il est brutal. C'est d'abord et avant toute chose pour occulter son bilan. Et puis, deuxième chose qu'on attendrait d'un candidat comme Nicolas Sarkozy, c'est des propositions. C'est quoi pour l'avenir? Il y a des propositions sur... Alors, voyons lesquelles. Moi, je n'en connais qu'une. Sur l'emploi, par exemple. Oui, j'en connais qu'une. J'en connais qu'une, c'est la TVA sociale. Oui, donc, oui. Une dose de proportionnelle, par exemple. Une dose de proportionnelle, ça, c'est pas une proposition très originale, puisque elle a déjà été faite par François Hollande et depuis longtemps. Donc là aussi, la seule chose, c'est que lui était président de la République. Il y a eu des réformes institutionnelles, électorales. Il y a eu une modification de la carte électorale. Il avait l'occasion de mettre en œuvre, éventuellement, s'il l'avait voulu, cette réforme sur la proportionnelle. François Hollande ne pouvait pas le faire, il était dans l'opposition. Il propose de le faire pendant le prochain quinquennat. À chaque fois,
le candidat sortant est mis face à son bilan. Pourquoi le propose-t-il maintenant alors qu'il pouvait le faire hier? Mais Michel Sapin, il l'a dit à plusieurs reprises dans le meeting d'hier, ça ne veut pas dire que ce soit la référence, mais au fond, il accuse les socialistes de nier l'existence de la crise, de nier finalement que sa gestion de son quinquennat a été quand même bouleversée par l'existence de deux crises, 2008-2009. Guillaume Durand, qui a dit il y a un an, la crise est derrière nous? Nicolas Sarkozy. Il a donc été le premier à se piéger lui-même en pensant qu'il était sorti de la crise. Deuxième chose, il ne s'agit pas de nier la crise. Je ne vais pas vous dire Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a créé les subprimes avec la crise financière venue des États-Unis. Je vous rappelle simplement qu'il était favorable à l'installation de subprimes en France. Il y est revenu dessus. Donc la crise existe. La question est-ce que ces décisions ont permis de lutter ou ont aggravé les conséquences de la crise? Or, ces décisions ont aggravé les conséquences de la crise. Donc sa gestion de la crise a été, d'après vous, mauvaise. Sa gestion de la crise a été mauvaise. Si je prends le chômage, hier, il a dit j'ai évité une explosion du chômage. Mais attendez, où sommes-nous? 1 million de chômeurs en plus, ça n'est pas une explosion du chômage. Il se trompe déjà sur le diagnostic, sur ce qui s'est passé dans la société française. Mais qu'a-t-il fait en arrivant? Il a dit je vais encourager les heures supplémentaires. Et il a maintenu ce système extrêmement coûteux pour le budget de l'État, donc uniquement payé par de la dette, alors qu'on était en pleine crise du chômage. Erreur gravissime, erreur économique, erreur sociale, erreur budgétaire. Voilà exactement un cas, une décision qui a aggravé les conséquences. Quand Nicolas Sarkozy affirme tout de même que par rapport à d'autres pays, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France en sort plutôt un peu mieux, vous dites c'est exact ou pas? Franchement, est-ce que c'est par rapport à la Grèce ou par rapport au Portugal, que je respecte parfaitement Espagne, Italie, quant à leur peuple ou quant à leur histoire ou quant à leur culture? Avec un tout petit peu de croissance. Oui, là, non, mais est-ce que c'est par rapport à ces pays que la France doit se comparer? Moi, j'avais compris que pour le président de la République, en tous les cas ça a été comme ça lors d'une récente intervention à la télévision, c'était l'Allemagne, la référence et la comparaison. Alors comparons-nous avec ce qui est comparable. Est-ce que l'Allemagne s'en sort mieux, oui ou non, que nous? Beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce que l'Allemagne a plus de chômeurs après la crise qu'avant? Non, elle a moins de chômeurs après la crise qu'avant. Donc voilà les comparaisons. Non, par rapport à l'Allemagne, cette comparaison que fétiche pour le président de la République, la France s'en sort beaucoup plus mal. Hier, chez nos confrères de BFM, donc François Hollande a repris position contre la finance et ses exagérations. Vous qui avez été ministre de l'économie, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu absurde dans la mesure où la finance, vous le savez, ça fait partie de l'activité économique d'aujourd'hui, même si on est contre ces dérives. On ne peut pas être contre la finance comme on serait contre l'agriculture ou contre l'industrie. C'est un métier, la finance. Mais moi, je suis pour la liberté, mais contre les dérives de la liberté. Je suis pour que l'économie fasse appel aux banques qui gèrent des dépôts, vos dépôts, les miens, ceux des uns et des autres pour financer l'économie. Mais ce contre quoi nous sommes, ce contre quoi tout le monde devrait être, ce sont ces débordements, ces dérives, ces mécanismes où à un moment donné, ce n'est pas de l'argent pour créer de la richesse, de l'emploi, de l'activité, mais c'est de l'argent pour créer de l'argent qui crée de l'argent. Donc l'adversaire n'est pas la finance, contrairement à ce qui est dit au Bourget. Mais si, l'adversaire, c'est cette finance folle, dérégulée, cette finance folle, dérégulée, qui n'a qu'une seule idée, cette espèce de rapacité, gagner le plus vite possible de l'argent pour le dépenser le plus vite possible. C'est pas ça dont ont besoin les entrepreneurs, les entreprises, l'économie, les particuliers qui veulent acheter des appartements ou des maisons. Il y a une bonne finance, il faut l'encourager. Il y a une mauvaise finance, il faut la combattre. Dans le Guardian, donc l'idée, c'était quoi? C'était de rassurer les marchés? C'est d'expliquer que la mauvaise finance, on continuera à la combattre, et il faut la combattre au niveau mondial, et il serait bon que la City participe à cette lutte contre la mauvaise finance, et qu'il y a une bonne finance qu'il faut encourager. Quand François Hollande propose de séparer au sein des établissements bancaires les activités spéculatives, celles qui ne font que de l'argent pour de l'argent, des activités qui sont bonnes pour l'économie, c'est une proposition qui donne de la sécurité à la bonne finance, c'est une proposition qui est favorable à la croissance. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers cet entretien, d'ailleurs, que ce soit à Londres ou ailleurs, les marchés ont été rassurés, ou au contraire, est-ce qu'ils sont inquiets par l'arrivée possible de la gauche au pouvoir? Écoutez, il est dans notre rôle, il est dans notre responsabilité, et peut-être pourrais-je dire qu'il est plus particulièrement dans ma responsabilité parce que je sais ce que c'est qu'être ministre de l'économie et des finances, et je sais ce que c'est que la bonne et la mauvaise finance. J'ai connu l'une des pires spéculations qu'on a pu au cours de ces 20 derniers connaître contre le franc et le mark à l'époque. Ça paraît ancien, mais je sais de quoi il s'agit. Il est de notre responsabilité d'expliquer la réalité, à la fois l'audace et en même temps le réalisme
des propositions qui sont celles de François Hollande. Ceux qui attendent que nous arrivions au pouvoir, qui se disent peut-être seront-ils là demain, ils ont le droit de savoir exactement. Donc le Guardian, ce n'était pas une gaffe. Le Guardian, c'est une gaffe de traduction. Ça n'est pas une gaffe de proposition et d'expression. Quand vous entendez quand même meeting après meeting, menteur, voleur, vous connaissez bien François Hollande, parce que vous avez été à l'ENA avec lui, c'est un long compagnonnage. Ce matin, le président de la République est dans son QG, peut-être nous écoute-t-il, vous lui diriez quoi? Au président de la République? Oui. Qu'il ne faut pas confondre la force, et un président de la République doit avoir de la force, j'allais dire, un président finissant devrait avoir de la force. Il ne faut pas confondre la force avec la brutalité et l'agitation. Faire preuve de brutalité et d'agitation, c'est faire preuve de faiblesse. Les Français n'en veulent plus. Dernière question me concernant, et après Gilles conclura. Est-ce que c'est vrai qu'au plus haut niveau, le Parti socialiste prépare chez les hauts fonctionnaires une purge? Ce n'est pas les hauts fonctionnaires. Ou tous les fonctionnaires, parce que beaucoup de hauts fonctionnaires font leur travail très normalement, avec la loyauté que l'on doit avoir toujours vis-à-vis du pouvoir en place, mais aussi avec la volonté d'une neutralité dans leur action. Purge ou pas purge? Mais ce dont il s'agit, ce qu'a cité François Hollande hier, ce sont les nominations de Nicolas Sarkozy dans le domaine de la haute police et de la justice procureur de la République, un certain nombre d'entre eux, qui sont des nominations strictement politiques, pour des raisons personnelles ou pour des raisons de protection ou d'attaque des autres. Ça n'est plus possible. Donc en clair, ceux-là gicleront. Le responsable des services de renseignement en France, qui ne s'occupe que de la protection de Nicolas Sarkozy et de ses intérêts privés, ça n'est pas possible, ça ne continuera pas. Mais ça, c'est Bernard Squarcini, ça ne veut pas dire que ça concerne la... Non, je vous ai dit, ça concerne quelques personnes qui ont été nommées là pour des raisons personnelles et qui n'ont pas agi avec la dignité qu'ils auraient dû avoir dans leur métier. Pour Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Michel Sapin. Que vous connaissez bien, sur l'économie, dans les priorités des priorités pour François Hollande, on a bien compris, il y a la réforme fiscale. On est plutôt maintenant, si on a bien compris encore une fois, sur un rapprochement CSG, impôt sur le revenu. Rapprochement des bases en particulier. Rapprochement des bases, ça va se faire sur le quinquennat ou est-ce que non, ça doit se décider très vite. Non, mais vous dites se décider très vite, c'est quoi le calendrier précis pour cette réforme? La France a besoin d'une grande réforme fiscale. D'abord parce qu'il y a besoin de ressources. Ensuite, il faut que ces ressources soient justement réparties. Alors, il y a eu beaucoup de cadeaux au cours de ces dernières années au profit des plus aisés des Français. Et enfin, parce qu'il faut que cette réforme soit économiquement pertinente, efficace par rapport au tissu économique et aux entreprises. Et il faut aussi de la stabilité. Parce que ce dont les uns et les autres ont assez, tout particulièrement dans le monde économique, c'est ces mécanismes qui changent tous les ans, parfois 2 fois, parfois 3 fois. Ça serait dans le collectif budgétaire dès juillet prochain. C'est pas une histoire de collectif budgétaire, c'est une grande réforme fiscale qui doit intervenir dès l'été prochain et qui doit mettre en place les bases et des bases qui soient ensuite stables au cours des 5 prochaines années. Borloo, nommé à Veolia, peut-être au dernier moment, ça vous paraît logique? Je ne me prononce pas sur les noms. Ce qui me paraît très étonnant, c'est qu'on voit bien là aussi de qui il est le président, Nicolas Sarkozy. Ce sont ses amis les plus proches, président d'EDF ou tel autre, qui sont en train de manigancer la récompense à M. Borloo de n'avoir pas été candidat à l'élection présidentielle. Quand on vous disait que Nicolas Sarkozy n'était pas le candidat du peuple, mais seulement le candidat de quelques-uns, en voilà un plus bel exemple. Information donc reprise ce matin chez nos confrères. Toute dernière question peut-être sur le puisqu'on parle du peuple, sur l'emploi du référendum, parce que François Hollande dit, au fond, il n'y a pas besoin de faire de référendum puisqu'il y a l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'un François Hollande, président de la République, n'utiliserait jamais le référendum? Non, pas du tout. D'ailleurs, il a dit lui-même... Par exemple, un sujet pour lequel il a dit lui-même que sur un certain nombre de sujets institutionnels, il a fait des propositions dans ce sens-là, la question du cumul des mandats, la question du rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement... Bon, ça pourrait faire l'objet d'un référendum. Ça peut parfaitement faire l'objet d'un référendum, mais le référendum est quelque chose de parfaitement, non seulement honorable, mais utile, et j'allais dire un peu sacré. C'est pour ça qu'il ne faut pas le galvauder comme le fait aujourd'hui le candidat sortant. François Hollande se réserve bien sûr la possibilité, qui n'appartient qu'au président de la République, d'utiliser cette voie, qui est une très belle voie et qui permet au peuple de se prononcer. Merci Michel Sapin d'être venu sur nos 2 antennes ce matin. Bonne journée à vous sur antenne. Donc, bonne journée à vous, évidemment.